ne savait pas grand-chose sur l'empreinte carbone de la recherche. Il y avait des choses qui étaient publiées dans la littérature, mais on ne pouvait pas vraiment s'en servir parce qu'une empreinte carbone, c'est très dépendant du périmètre sur lequel on définit, c'est-à-dire la manière dont on borne le problème. On décide de considérer certains postes et pas d'autres. Et le modèle, les paramètres qui sont utilisés pour la calculer. Et si ces choses sont différentes, en fait, ça devient incomparable. Donc là, on a doté la communauté d'un outil commun, ce qui fait qu'on peut rassembler les empreintes et les regarder ensemble. Alors nous, on a décidé de se concentrer sur les postes qui sont les plus pertinents à l'échelle des laboratoires de recherche. Donc il y a les déplacements en mission, les achats, les bâtiments, les déplacements en domicile-travail et puis un certain nombre de choses comme le numérique, le refroidissement, etc. Et en réalité, ce dont on se rend compte dans les laboratoires assez rapidement, c'est que réduire l'empreinte carbone d'un laboratoire de 15-20%, c'est quelque chose de relativement aisé. Par contre, si on veut réduire l'empreinte de 45-50%, c'est-à-dire s'aligner sur les trajectoires nationales, là, il est impossible de contourner le problème, d'abandonner certaines activités qui nous paraissent être essentielles pour la production de savoirs nouveaux. Alors, il y a des champs dans lesquels ça a été, des champs disciplinaires dans lesquels ça a été vraiment creusé, donc en astro en particulier, en astronomie. Jürgen Knödel-Seder, Michael Coria et d'autres ont publié une étude l'an dernier dans laquelle ils montrent que si on ramène par astronome le poids carbone des télescopes au sol et des télescopes spatiaux, c'est de l'ordre de 36 tonnes par astronome. Donc c'est proportionnel au fait que c'est une discipline dans laquelle il y a des investissements financiers qui sont faramineux, bien sûr, mais ça vient quand même, il y a eu énormément de discussions suite à cet article, mais alors quoi, on arrête de faire des télescopes, on arrête d'observer, d'essayer de comprendre nos origines. Et pour moi, la bonne réponse dans un premier temps, c'est celle de dire que toute nouvelle infrastructure de recherche qui est vraiment énergivore ou qui demande de raser le haut d'une montagne ou de détruire un écosystème pour être construite, parce qu'il y a des recherches qui sont de cet ordre-là, il faut vraiment qu'elle soit discutée au vu de son intérêt scientifique attendu. Est-ce que vraiment il faut construire cette infrastructure pour dépasser un certain nombre de fronts de sciences, ou bien est-ce que ces fronts de sciences peuvent être travaillés avec les données qui sont déjà existantes, qui ont déjà été récoltées et qui peut-être n'ont pas été complètement utilisées? Et il se trouve qu'il y a des myriades de données encore à partager, à travailler, etc. Et donc peut-être l'attitude qui est attendue par une partie de la communauté dans Labo 1.5, c'est une attitude de précaution face aux ressources qu'on va utiliser à l'avenir, de les utiliser avec énormément de précaution.